de blessés de part et d'autre, des forces de l'ordre comme des partisans d'Ousmane Sonko. On a vu aussi certains membres du directoire national du parti PASTEF actuellement en prison. Est-ce que aujourd'hui vous comprenez la situation dans laquelle il se trouve, notamment Birame Souleye Diop, l'administrateur général de PASTEF, et son épouse? Écoutez, moi je crois que nous déplorons d'abord tous la violence qui a eu lieu, je crois que c'était le 8 février. Nous pensons que dans un État démocratique, les citoyens doivent pouvoir se rassembler, manifester de façon pacifique, même si on était dans un contexte de Covid-19. Ce rassemblement aurait pu être géré par la police autrement, le maintien, pour qu'évidemment il n'y ait pas ces dérives. Parce que qu'est-ce qui a amené les jeunes devant le domicile d'Ousmane Sonko? C'est cette convocation qui avait été envoyée. Et certaines radios disaient que s'ils ne répondaient pas à 11h, on viendrait le chercher. C'est cela qui a fait rassembler tout ce monde dans son domicile pour s'opposer justement à son interpellation sans la levée préalable de son immunité parlementaire. Donc la police qui est intervenue aurait pu faire preuve de pédagogie, dire aux gosses, écoutez, nous ne sommes pas venus arrêter votre leader, nous sommes venus pour vous demander de vous disperser parce que évidemment, il y a la pandémie qui est là et les rassemblements sont interdits. Mais évidemment, très souvent, vous savez, je déplore d'ailleurs, on arrête de parler de gardien de la paix. On parle maintenant de je ne sais pas quoi encore. La police doit d'abord chercher à gérer ces manifestations par la pédagogie. En tout cas, certains proches... Éviter d'user à chaque fois de la force. Je pense que si on certains proches de Ousmane Sonko, quand même, ont eu à accuser la police de torture. Ce que la police a tout de suite déjà, ce matin, on les a entendus, ils ont démenti et même menacé ceux qui tenteraient d'accuser la police d'éventuelles tortures. Écoutez, toutes les polices du monde, lorsqu'il y a des allégations de torture qui sont faites contre elles, démentent. Ce n'est pas une particularité de la police sénégalaise, c'est toutes les polices du monde. Par contre, les menaces, je trouve que c'est des menaces totalement malvenues. C'est des menaces qui n'ont pas lieu d'être parce que, évidemment, les ONG de droits humains travaillent selon des normes et des standards internationaux dans pratiquement toutes... Est-ce que les tortures existent? Au Sénégal? Oui. Mais elles existent. Allez-y demander à Landing Savané si les tortures existent. Allez-y demander au docteur Diallo Diop. Allez-y demander au l'ancien député Modissi. Allez-y demander à Simon Kouka. Il y a d'autres, il y a d'autres. En 2021, est-ce que vous avez des cas de torture? Écoute, notamment ces derniers événements. Écoute, pour ces derniers événements, nous avons quand même été alertés par des avocats. Parce qu'il faut le dire, nous, en tant qu'ONG de droits humains, nous avons accès aux prisons. D'accord. Nous avons accès aux prisons. L'administration pénitentiaire, vraiment, je rends hommage au ministre de la Justice et au DAP. Nous avons accès aux prisons. Mais nous n'avons pas accès au commissariat de police et aux brigades de gendarmerie. Donc, ce qui se passe là-bas, on ne peut pas le vérifier. Alors, vous avez accès aussi aux cellules dans les prisons? Oui, aux prisons, absolument. Est-ce que la situation qui est souvent décriée, est-ce qu'elle existe réellement? Dans beaucoup de prisons, le surpeuplement. Dans beaucoup de prisons, il y a un surpeuplement. Pas tout, absolument. Lorsque vous allez dans certaines prisons, dans certains départements, il n'y a pas de surpeuplement. Mais dans beaucoup de prisons, il y a un surpeuplement. Il y a la vétusté des locaux. Il y a les longues détentions. Donc tout ça, c'est des vrais problèmes auxquels il faut évidemment s'attaquer. Pour revenir à ces menaces, je dis donc que c'est des menaces qui sont malvenues, parce que la manière dont les ONG travaillent, c'est la même manière que les enquêteurs des Nations Unies travaillent. C'est la même manière que toutes les enquêtes qui sont faites par les tribunaux pénaux internationaux travaillent. Vous enquêtez, si vous avez des allégations, évidemment, vous les publiez, vous les rendez publics. Et vous demandez à ce qu'une enquête soit faite pour évidemment... Oui, mais pour ce cas précis, quand même, on a entendu la police dans son communiqué dire qu'ils ont eu à interpeller les avocats s'il y avait d'éventuels sévices qu'ils n'ont pas vus. Est-ce qu'on a demandé des médecins par rapport à des blessures? Écoutez, en tout cas, les avocats nous ont dit qu'il y a des personnes blessées. Oui. Ça nous précisait dans quelles conditions ils ont été blessés, qui n'ont pas été présentés au médecin. Les avocats nous l'ont dit. Les avocats nous ont dit que les personnes sont restées de longues heures avec des monones dans des cellules. Ça, nous l'avons entendu. Et quand nous recevons ces telles allégations, évidemment, nous sommes obligés d'interpeller publiquement l'État pour dire que ces actes, c'est des actes répréhensibles. Il faut enquêter sur ces actes-là. C'est ce que nous faisons. Il y a le cas de Boubacar Seye à l'AIBD. Ah oui, écoute. Et puis écoutez, nous savons tous, la police, elle le sait, et nous savons qu'aujourd'hui,
On peut vous arrêter, vous torturer proprement, sans laisser aucune trace qu'un médecin puisse déceler. Ça existe. Ah bon? Ah, mais Comment oui. est-ce qu'on peut cacher des blessures? Ah oui, mais écoute, vous savez que la torture n'est pas que physique. L'humiliation. Oui, si on vous met un fusil sur la tempe en vous disant, dites ce que nous voulons entendre, ou on vous tue. Si vous êtes un jeune de quartier populaire qui psychologiquement n'est pas très fort, si vous n'êtes pas connu, vous n'êtes pas une autorité comme Pape Djibril Fall, mais vous craquez. Hein? Le waterboarding là, le fait de faire des simulations de noyade, si on vous le fait, un médecin qui vous voit 40 tirs 72 heures après, qu'est-ce qu'il peut voir? Rien du tout. Écoutez, nous savons tous que ce n'est pas toutes les tortures qui laissent des traces. Donc les traces dont ils parlent, que les médecins n'ont pas constatées, n'ont pas lieu à être invoquées. Est-ce que les avocats peuvent assister quand même dès les premières heures des interpellations? C'est une très bonne disposition du règlement de l'UEMOA. Ils n'ont pas interpellé aussi sur la question. Mettons le cas des jeunes de Sonko de côté, de Pastef. Le droit d'assister par un avocat. Dès l'interpellation, je ne dis pas dès la première interpellation. Dès l'interpellation. Oui, c'est ce qu'on a dit. Mais ce droit-là, si vous êtes à Kédougou, dans toute la région de Kédougou, il n'y a pas un seul avocat. Oui, ça pose problème. Toute la région de Sédhiou, il n'y a pas un seul avocat. N'est-ce pas? Région de Kaffrine, il n'y a pas d'avocat. Même lorsque vous avez des ressources pour évidemment avoir un avocat, il faudra il n'est pas là. Oui. Il n'y a pas d'avocat. Donc il faut que l'État encourage les jeunes avocats par des mesures incitatives à aller s'établir dans toutes les capitales régionales où on a des tribunaux de grande instance. Alors, les détentions, est-ce que les détentions de Birame Souleye Diop et de son épouse sont en conformité avec les lois et règlements? Écoutez, je n'ai pas parlé avec les avocats pour savoir exactement quelles sont les charges qui pèsent contre Birame Souleye Diop et les autres. Ce que je peux dire simplement, c'est que il faut que les Sénégalais comprennent que tout ce qui se passe en ce moment n'est pas nouveau. On parle beaucoup d'injures qui sont proférées. Oui. Nous savons tous que les injures, depuis que Internet est arrivé, personne n'est à l'abri d'injures. Vous-même, vous en faites l'objet tous les jours, selon que vous dites des choses qui plaisent au régime ou pas. Nous sommes copieusement insultés à longueur de journée et d'année par des gens qui manifestement sont du pouvoir, parce que c'est eux qui réagissent aux critiques que nous faisons contre le régime. Donc c'est pas nouveau. Il ne faut pas diaboliser les jeunes en disant que les gens de Pastef c'est les insulteurs. On n'est pas d'accord. Je ne suis pas avec eux, mais il faut savoir que ce n'est pas leur particularité. Les menaces, c'est la même chose. Les casses, ce n'est pas nouveau également. Mais vous ne pouvez pas dire que les proches de Sonko n'insultent pas. Quand même, nous avons tous fait les faits. Quand on parle de Sonko négativement, c'est tous les jeunes des partis politiques qui sont des insulteurs publics. Tous les jeunes qui sont dans les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, autant du temps de Senghor, le PS, n'est-ce pas, tenait beaucoup à la formation des militants. Absolument. Autant maintenant, il n'y a plus de formation des militants. Le jeune qui est promu, qui est encouragé, celui qui s'est polémiqué, qui s'est invectivé, qui s'est insulté. C'est celui-là qui est promu. Ils ne font plus de formation. Ils ont d'ailleurs laissé de la formation de leurs militants maintenant aux fondations allemandes, Hébert, Neumann, etc. Donc, c'est un vrai problème de formation des militants. Les jeunes ne sont pas préparés à faire des débats civilisés. Et donc, ils insultent tous ceux qui prennent des positions contre, évidemment, le gouvernement. Mais le gouvernement, nous sommes dans un État démocratique. Les citoyens ont le droit de critiquer le gouvernement. Cela doit être accepté par les militants des partis politiques. Aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est le présumé coupable qui bénéficie de beaucoup plus de soutien. Je vous parle de l'affaire Sonko. La présumée, celle qui accuse, également, on ne voit pas de soutien à son endroit. Non, écoutez, nous, on n'a pas du tout pris position. Elle a quand même des droits aussi. Nous, on n'a pas pris position dans cette affaire. Vous savez, si on est en face d'une situation où il y a une violence conjugale, une femme qui est partie par son mari, ou de mutilation génitale féminine, etc., on prend position de façon très claire. Une affaire de viol qui est devant la justice, tout ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une procédure équitable, que les droits des différentes parties soient respectés. C'est tout ce que nous demandons. Maintenant qu'il y ait une partie de l'opinion qui, évidemment, attaque la présumée victime, on constate que c'est de la même manière une autre partie de l'opinion qui attaque le présumé violeur. Donc, nous n'entrons pas dans ce débat-là. Nous disons simplement qu'il faut que ce soit une procédure juste et équitable. Est-ce qu'au Sénégal, sans immixtion de l'État. Est-ce que nous avons aujourd'hui... Malheureusement, aujourd'hui... On parle déjà de cabale politique. Il faut que l'État veille à ce que dans cette procédure, il n'y ait pas du tout
de soupçon d'immixtion de l'État. Est-ce que vous Il pensez faut que le juge d'instruction qui en charge le dossier sache que à travers lui, c'est la justice qui va être jugée. Parce que il doit instruire à charge et à décharge. Il doit faire en sorte que, évidemment, il puisse faire le travail de façon satisfaisante. Si on doit arriver à une juridiction de jugement également, il faut que, évidemment, le droit soit dit de façon objective. Ces dernières années, on a vu beaucoup de procès où des tribunaux sénégalais ont rendu des décisions qui ont été désavouées par la Cour de la CEDEAO, qui ont été désavouées par les instances onisiennes. Ce n'est pas à l'honneur de la justice sénégalaise de rendre des décisions qui sont censées désavouées par les juridictions régionales, communautaires ou internationales. Donc, il faut que, au-delà de tout ce qu'on sait de l'indépendance de la justice, quand on dit que la justice n'est pas indépendante, on ne dénigre pas la justice. Absolument. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, si vous lisez la charte de gouvernance démocratique des assises nationales, ils disent clairement que la justice n'est pas indépendante. Et ils proposent que le président quitte le Conseil supérieur de la magistrature. Qu'il le quitte. On crée une cour constitutionnelle dont le président allait coiffer donc cette instance-là. C'est la même chose au niveau de la CNRI. Donc, on n'invente rien en disant qu'on a une justice qui n'est pas indépendante. L'État a de facto beaucoup de moyens de pression sur des juges qui ne sont pas de surhommes. Ils sont des Sénégalais comme nous, qui vivent dans les communautés comme nous, qui ont le marabout, qui ont tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, ils le sont. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient des surhommes. Créons les conditions pour qu'ils puissent exercer leur métier en toute indépendance. Alors, où étaient les droits de l'homme lorsque la CRI a été réactivée, lorsque la charge de la preuve a été renversée, lorsque aussi des immunités parlementaires ont été levées dans des conditions que l'on sait? Vous savez, on avait tellement... à l'époque, parlé que les gens du pouvoir m'avaient même taxé d'être membre du PDS. Écoute, à l'époque, nous avions élevé la voix. En disant que, évidemment, ce principe du renversement de la preuve était un principe extrêmement important qu'il fallait respecter, même si, en vertu de la Convention des Nations Unies contre la corruption, l'inversion de la charge de la preuve est parfaitement admise. Oui. Mais avant de demander à quelqu'un de justifier d'un bien qui lui appartient, il faut prouver que ce bien-là lui appartient bel et bien. Est-ce qu'il y a une évaluation qui a été faite? Mais maintenant, on vient, on recense toute une série de biens, on dit à Guivo Bourgi, ça t'appartient, dis-nous comment tu as acquis ça. Du point de vue des droits humains, est-ce qu'il y a une évaluation qui a été faite depuis 2012, par rapport à toutes ces poursuites judiciaires qui ont eu lieu et qui concernent notamment des leaders de l'opposition? Et je pense que, écoute, évidemment, on a beaucoup de préoccupations par rapport à tout ce qui s'est passé. On est très préoccupé que l'État du Sénégal, qui était connu dans le monde entier comme un État respectueux des droits humains, respectueux de ses engagements internationaux, en arrive à dire, la Cour de la CEDEAO a dit, mais nous on s'en fout, on est un État souverain. On arrive à dire, le groupe de travail des Nations Unies, c'est la détention arbitraire, a dit ceci, mais nous on s'en fout, on est un État souverain. Ça, ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le Sénégal que Senghor a légué, que le Senghor nous a légué. Ce n'est pas le Sénégal que Abdou Diouf nous a légué. Ce n'est même pas le Sénégal qu'Abdoulaye nous a légué. Et c'est cela qui est dangereux, parce que c'est la première fois qu'on a un régime qui dit, j'ai signé des accords internationaux, mon assemblée les a ratifiés, mais je ne les respecte pas. Tant que mes objectifs politiques sont en jeu, je ne les respecte pas. Et ça, c'est extrêmement grave. Est-ce qu'avons-nous au Sénégal des prisonniers d'opinion ou prisonniers politiques? Écoutez, les prisonniers politiques, il y en a certainement. Les prisonniers d'opinion, ça n'a pas manqué. Actuellement, je ne peux pas dire qu'on a des prisonniers d'opinion. Est-ce que vous redoutez qu'on va vers une restriction des libertés? Mais on est déjà dans une restriction des libertés. Vous savez, tout ce qui s'est passé en 2012, les mêmes débats que nous avons eu en 2012, entre 2009 et 2012, sur l'exercice des droits et libertés. L'article 80. C'est le débat qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. Le même débat qu'on a eu à l'époque sur le 3e mandat, c'est le même débat qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. Le Wahed qu'on a eu avec Ablaouad, qu'on a tellement dénoncé, on en a eu déjà pour la durée de le raccourcissement du mandat. Et on va certainement vers un deuxième Wahed. Donc, écoutez, soyons sérieux, ce pays n'a pas progressé. On a l'impression qu'aujourd'hui, en 2021, on est en train de faire les mêmes débats qu'on a eu en 2011 et en 2012. Avec évidemment des acteurs qui ont changé. La faute à qui?
Parce qu'il n'y a personne en la face faute, la faute à nous tous. La société civile, l'opposition. Nous avons la classe politique que nous méritons. Oui, c'est ça. Hein? Et la société civile aussi. Ce n'est pas un petit groupe de gens, dit de la société civile, qui vont changer les choses. Hein? Combien de fois la société civile a appelé à manifester pour le respect des droits, des libertés? On n'a même pas eu 100 personnes qui sont venues. Parce que simplement, on ne fait pas transporter les gens pour venir. Qu'est-ce que la société civile fait? Qu'est-ce que la société civile fait pour aider dans la conscientisation, dans l'éveil des consciences? Qu'est-ce que vous faites dans la formation des masses? Nous travaillons tous les jours dans cette conscientisation. Tous les jours, nous sommes en train de travailler sur ça. Nous, à Amnesty, on est présents dans toutes les localités du Sénégal, où nos membres travaillent avec le système éducatif, travaillent avec les communautés. On vous reproche d'être des politiciens encagoulés. Oui, mais écoute, vous savez, on avait déjà entendu cela du temps d'Abdoulaye Wade. Il n'est pas surprenant que ces héritiers reprennent la même accusation. Mais il faut peut-être vous savez, on a fait, Amnesty n'a jamais critiqué l'État du Sénégal autant qu'il l'a fait du temps d'Abdou Diouf. Ah oui. Jamais. On n'a jamais critiqué l'État du Sénégal autant qu'on l'a fait sur Abdou Diouf. On n'a jamais entendu Abdou Diouf accuser Amnesty d'être des policiers encagoulés. Je vous dis, en 1990, on a sorti le rapport le plus accablant contre l'État du Sénégal. La terreur en Casamance. Et ce rapport est sorti le jour où Abdou Diouf devait recevoir le prix des droits de l'homme de l'Assemblée nationale française. Quand il est arrivé, la moitié de l'hémicycle est sortie. Évidemment, il était en colère, il a dit beaucoup de choses plus ou moins contre l'organisation. Mais une semaine après, nous avons lancé au Sénégal la campagne des 50 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quand nous sommes partis le voir pour lui dire d'adhérer à cette campagne, il a été le premier chef d'État en Afrique à signer en faveur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il a envoyé un ministre pour venir présider la cérémonie. Donc la culture d'État, elle est importante ces hommes politiques. Mais est-ce que le rôle de la société civile, c'est toujours d'accabler le pouvoir en place? On n'a jamais entendu quand même une société civile qui tresse des lauriers au pouvoir en place. Écoutez, c'est comme si vous étiez des opposants. Non, écoutez, nous, chaque fois que, évidemment, ils ont fait des choses qui sont bien, on a fait des déclarations pour nous en réjouir. Par exemple? Écoute, je ne vais pas vous citer, il y a tellement d'exemples dans le passé, je ne vais pas prendre des exemples. Un seul exemple, moi je ne l'ai jamais entendu. Écoute, quand le Sénégal a aboli la peine de mort, on a quand même applaudi. C'était important. Quand le Sénégal a créé une nouvelle institution, l'Observatoire des lieux de privation de liberté, on a applaudi. Même si aujourd'hui cet observatoire est moribond parce que l'État a décidé de ne pas leur donner les ressources suffisantes pour travailler. Donc, il y a énormément de choses que l'État fait que nous applaudissons. Mais ma foi, s'ils font également des choses qui, évidemment, ne font pas avancer les droits humains. Mais vous dites également qu'il y a dans toutes les polices du monde, la torture existe. On a entendu hier aussi qu'au niveau de la prison de Liberté 6, qu'il y avait des détenus qui s'étaient rebellés parce qu'il y avait en fait, pour dénoncer leurs mauvaises conditions de vie. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que vous vous êtes déplacé pour voir ce qui s'est passé? Écoutez, on ne s'est pas déplacé parce que évidemment les choses sont passées très rapidement le dimanche. Moi j'ai parlé il y a quelques heures avant de venir à la direction de l'action pénitentiaire, le directeur qui m'a dit qu'il n'y avait pas en fait eu cette grève parce que évidemment dès qu'ils ont entendu cette nouvelle, il s'est déplacé personnellement, le directeur de l'action pénitentiaire, pour rencontrer les détenus et discuter avec eux. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y aurait eu dans certaines chambres des prévenus qui sont là depuis très longtemps, des personnes accusées de terrorisme qui sont là depuis très longtemps, qui ont été jugées, les cas de longue détention. Il y a eu quand même des mouvements d'humeur de ces personnes-là, ce qui est totalement justifié. Absolument. Les longues détentions constituent une atteinte aux droits des détenus. Et aujourd'hui, on doit veiller à ce que, n'est-ce pas, les droits de ces personnes soient détenus. Vous gardez quelqu'un qui est présumé innocent pendant des années, vous ne le jugez pas. Il n'y a pas plus grand abus, n'est-ce pas, des droits des détenus que les longues détentions. Donc, ça ne participe pas au désengorgement des prisons. Et en plus, ça ne participe pas au désengorgement des prisons. Donc, vous vous rendez compte, Imam Da, on l'a tenu pendant combien d'années? Ensuite, il a été acquitté. Et d'autres. Sans aucune indemnisation. Parce qu'évidemment, les gens, lorsqu'ils sortent de ces épreuves-là, ils n'ont plus envie d'être là en train de courir derrière des indemnisations dérisoires d'ailleurs, qu'on les accorde À un moment donné, on a parlé du bracelet électronique.
pour aider. Nous attendons toujours l'effectivité de ce bracelet électronique. C'est vrai que sur le plan législatif, évidemment, ou réglementaire, je pense que la réflexion est déjà achevée. Maintenant, il faut des ressources pour mettre tout ça en œuvre. Je ne sais pas, on n'en a pas encore discuté avec le ministère de la Justice pour savoir où est-ce qu'ils en sont, mais il faudrait que rapidement ce bracelet devienne effectif. Mais surtout qu'on dépénalise beaucoup de délits. Il y a énormément de délits dans ce pays, délits mineurs, qui envoient les gens en prison qu'on devrait évidemment dépénaliser. Je pense qu'il faut qu'on travaille à dépénaliser certains délits mineurs. Alors, je prends un dernier cas. Toutes ces personnes qui voulaient faire la circonvolution autour de Touba, il faut les renvoyer de Touba. Pourquoi les mettre en prison? Renvoyer de Touba purement et simplement. Ils rentrent chez eux. Évitons d'engorger les prisons pour rien du tout. Je n'approuve pas ce qu'ils ont fait. C'est pas bien. Les religieux de Touba ont agi avec promptitude pour les en empêcher. Maintenant, il faut les renvoyer chez eux et les interdire de revenir dans la ville. Mais si on les prend tous, mais est-ce que cette mesure-là 30 personnes, on les met en prison, on les fait pas mettre des gens dangereux comme ça dans la société aussi. Oui, qui sont dangereux en quoi? Ils avaient des armes. Il y a quelqu'un qui se proclame prophète, c'est tout. Il faut le renvoyer de la localité, qui ne revienne plus de la localité. Alors, il y a aussi une instabilité au niveau de la direction des droits humains depuis un certain temps. Oui, est-ce que vous arrivez à comprendre cette situation? Écoutez, moi je vais vous surprendre. Moi, depuis que ce secrétariat d'État a été créé, nous n'avons pas pu rencontrer le secrétaire d'État aux droits de l'homme. Est-ce que c'est nous qui devons faire le premier pas pour aller vers lui ou c'est lui qui doit faire le premier pas pour venir vers nous? Mais il faut qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse parler des questions de droits. Est-ce que vous parlez le même langage? Il n'y a pas plus importante partie prenante dans la question des droits de l'homme au Sénégal que les ONG de droits humains. Donc il faut qu'on puisse avoir un dialogue sur toutes ces questions-là. C'est vrai que le ministère de la Justice nous implique dans énormément de choses. Tous les rapports du Sénégal aux Nations Unies, nous sommes associés. Nous venons de recevoir une demande d'information sur la Convention sur les travailleurs migrants, sur les droits de l'enfant. Nous participons à ces processus-là. Et ça, nous le saluons. Avant de terminer, je voudrais vraiment revenir sur la question de la police. Pour dire de façon très claire que où la police choisit de se comporter comme une police républicaine, et nous la considérons comme telle, où elle choisit, n'est-ce pas, de se lancer dans une entreprise de conflit avec les ONG, d'harcèlement des ONG, et nous la traiterons comme une police de n'importe quel état. Qu'est-ce que vous reprochez à la police? Parce que vous savez, les Nations Unies ont adopté. Mais qu'est-ce que vous reprochez à la police? Évidemment, les menaces, en disant que voilà, il ne faut pas faire aussi des accusations fortuites. Non, il faut des preuves aussi. Qu'il y a des tortures. Il faut documenter. Non, écoutez, il faut documenter, bien sûr. Les vidéos sont là aussi. Il faut documenter. On n'a pas vu de vidéo. Non, attendez. Sauf que tous les rapports du monde aussi se basent sur des indices. C'est pas aussi trivial que vous le pensez. C'est pas aussi trivial que vous le pensez. Nous, Amnesty Orado ou autre, nous n'avons jamais accusé la police de torture si on n'a pas de preuves palpables qu'il y a torture. Si quelqu'un décède et que nous réussissons à avoir de ses avocats ou de sa famille un certificat d'autopsie qui dit que telle personne est morte à la suite de sévices qui ont été portés contre cette personne, nous disons qu'il y a torture. Absolument. Autrement, dans tous les autres cas, nous disons qu'il y a des allégations de torture. Et nous appelons le procureur à ouvrir une enquête pour faire la lumière sur ces allégations. C'est cela que nous avons toujours fait. Et cela, nous n'arrêterons pas de le faire. Et nous sommes prêts, justement, à faire face à toute menace qui voudrait nous faire taire. La torture, il existe au Sénégal, comme dans tous les pays du monde d'ailleurs. Il appartient à la hiérarchie policière de lutter contre la torture.